La Covid-19 a touché de plein fouet le monde du travail en occasionnant la fermeture de plusieurs entreprises, des marchés, des restaurants, allant jusqu'à paralyser les économies, y compris celles les plus performantes aussi. Faudrait-il s'attendre à ce que cette crise sanitaire modifie les systèmes politiques et économiques et nous impose des changements radicaux dans notre vie de tous les jours? Dans cette nouvelle approche, quelle peut être l'importance du numérique? La réponse est dans cette émission. Et c'est avec vous, Sylvain Boussamba. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Alors, je bonjour. rappelle à nos téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez de par le monde, que vous êtes le président de l'ONG Ogwe Labs. C'est bien cela. Écoutez, Exactement. avec vous, complément d'info, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information avec nous pour parler de l'importance du numérique après la crise sanitaire Covid-19. Sylvain Boussamba, président de l'ONG Ogwe Labs. Monsieur Boussamba, peut-être pour commencer, partagez-nous votre expérience pendant cette crise sanitaire. Comment avez-vous vécu ce temps en tant qu'entrepreneur? Mais je pense que je l'ai vécu difficilement comme tout le monde, parce qu'on a été relativement surpris par le principe même de confinement, qui ne nous a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre. Euh, Nous avons au sein de notre laboratoire d'innovation au Gwelab une école. Oui. Donc, on a dû demander aux apprenants de se connecter à partir de chez eux pour pouvoir continuer la formation. Donc, opter pour le téléenseignement. Est-ce que ça a été évident pour tout le monde avec l'accès à Internet, avec l'outil même qui permet d'accéder à Internet? Non, pas du tout. On a dû changer, on va dire, 2, 3 fois d'outils, Oui. parce que le premier outil obligeait d'être connecté en permanence. Et nous savons que ça nécessite un certain nombre de moyens financiers pour pouvoir justement avoir un forfait Internet et se connecter. Et on a basculé vers un portail après. Mais là aussi, ça consommait énormément de forfaits Internet. On a plutôt migré vers une plateforme où on utilisait le forfait Internet de la nuit, parce qu'il coûte moins Oui, cher oui. chez tous les opérateurs, pour pouvoir justement déposer les devoirs lorsque on voulait le leur donner, et eux aussi pouvaient redonner leurs devoirs. Donc vraiment, on a trouvé cette astuce en cherchant. Ça nous a vraiment obligés, cette période, à réfléchir, à trouver des solutions. À trouver des solutions et de nouveaux mécanismes. Vous qui êtes déjà assez avancé dans le numérique, mais est-ce que pendant cette période de crise sanitaire, vous avez par exemple eu d'autres entreprises qui ne sont pas forcément axées sur le numérique, qui ont demandé de l'aide à votre niveau? Comment vous les avez aidés? Oui, tout d'abord, avant de pouvoir aider d'autres entreprises, nous nous sommes rendus compte d'une chose, Oui. c'est que nous n'avions pas beaucoup de choses à faire à part regarder la télé, suivre les informations, Oui, pendant le confinement. exactement, ou alors être avec son téléphone pour consulter tout ce qui se passait. On a constaté qu'il y avait énormément de fake news, donc un phénomène qu'on appelle une infodémie. Oui. Et on a décidé donc de tacler cette difficulté d'infodémie en créant une plateforme. Donc, plutôt que de ne rien faire à la Ah oui? maison, on a créé une plateforme avec les apprenants de l'école qui concentrait l'ensemble des informations qui étaient, on va dire, publiées sur les sites d'information gabonais en un seul endroit. Donc, pour pouvoir consulter, on va dire, toutes les informations concernant la Covid-19. Oui. On allait sur cette plateforme Et qu'on la appelait bonne Fresh. information. Voilà, la bonne information, l'information vérifiée, l'information exacte. On allait sur cette plateforme pour pouvoir s'informer. On a aussi le pass
du ministère de De la la Santé, santé. Mhm. qu'on a accompagné dans la mise en place d'un chatbot WhatsApp Oui. pour pouvoir être informé des derniers chiffres En temps réel sur en la temps situation réel, épidémiologique du pays. être informé aussi des news, des dernières news. D'ailleurs, ça nous a permis de lier notre plateforme à cette plateforme-là, mais aussi de tacler tout ce qui était fausses nouvelles à l'intérieur de la plateforme, mais aussi pouvoir rentrer en contact avec des personnes, d'autres personnes pour l'approfondissement, avec des numéros disponibles, et ainsi Oui. de suite, les lieux de dépistage. Donc, on a vraiment conçu une belle plateforme qui a permis donc au PAS de pouvoir interagir avec les populations. Vous avez donc fait preuve de beaucoup d'ingéniosité, mais est-ce que ça a été le cas pour ces entreprises qui ne sont pas, je le disais, déjà axées sur le numérique et qui auraient eu besoin de votre aide pendant cette période-là? Non, justement, je pense que l'économie s'appuie d'abord sur la communication. Ouais. Et la communication étant essentiellement physique, vu qu'on ne pouvait plus se voir et se rencontrer physiquement, il fallait basculer vers le digital. Mais aller vers le digital nécessite énormément de préparation. Et je pense que beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées. Ouais. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on essaie d'être plus focus sur les commerçants et les artisans. Je pense qu'ils ont le plus souffert. Oui. Parce que quand on regarde nos économies, 90%, ce sont des TPE et des PME. Des PME. Et c'est eux qui concentrent, on va dire, toute l'économie. 10%, ce sont les grandes entreprises. Et ils ont énormément souffert pendant cette période du fait qu'ils ne se sont pas préparés à déployer leur activité économique, leur activité artisanale ou commerciale vers le digital. Mais alors, comment pour ces PME ou ces TPME, elles pourraient faire pour opérer la transition vers le numérique, pour désormais faire avec le numérique? Je pense que ça a été le fruit d'une réflexion dans notre laboratoire d'innovation. Et comme on a créé déjà une école qui s'appelle l'école 241, Oui. qui forme dans les métiers du numérique des jeunes soit en situation de décrochage ou en reconversion, on a créé une nouvelle école parce qu'on s'est dit il faut pouvoir accompagner les commerçants, les artisans, justement, dans leur transition numérique. Quand on parle de transition numérique, on parle très souvent de grosses entreprises qui font dans la transition numérique avec On a les grosses l'impression que ce sont des infrastructures. mots savants, alors que ça pourrait être plus proche des PME et des startups, par exemple. Exact, parce que les artisans, les commerçants gèrent 90%, on va dire, de leur activité en ligne. Toute l'activité en ligne est gérée par eux. Et ils souffrent de 3-4 problèmes. Le premier, c'est qu'ils manquent de temps parce qu'ils sont focus toute la journée sur leur activité commerciale. Et donc, nous, on a décidé de créer un programme très light qui dure 1 mois. On choisit soit l'après-midi, soit le matin. Donc, c'est vraiment accessible. Il manque aussi des fois d'argent. Donc, de financement. Voilà, de moyens financiers. Et donc, on s'est dit, lorsqu'on regarde ces types de programmes qui accompagnent les entrepreneurs, les artisans à basculer en ligne, ça coûte très, très cher. Ailleurs, on parle de plusieurs dizaines de millions de francs CFA pour pouvoir bien penser sa transformation digitale. Mais ces artisans et ces commerçants manquent aussi de connaissances. C'est d'ailleurs ce qu'on va leur donner pendant le programme qui dure juste 1 mois. Et il manque aussi d'assistance, de conseils et d'assistance. Et donc pendant 1 mois, on va se focaliser sur leur projet digital parce qu'il ne s'agit pas d'arriver à ce type de formation et de prendre un cahier et des notes. C'est une formation 100% pratique. D'accord. On n'a pas besoin d'ordinateur, juste son téléphone portable. D'accord, ça c'est bien pour les entrepreneurs qui sont au niveau de la capitale gabonaise. Vous n'allez pas, vous allez me dire, vous substituer à l'État, mais vous avez parlé de la formation, des financements, mais il y a la grande question de la fracture numérique
Qu'en est-il de ceux qui sont à l'intérieur du pays, de l'agriculteur qui est à Fougamou, qui, pour toutes ces choses en rapport avec le numérique, Internet, est un peu très éloigné, de l'artisan qui est du côté de Minzik, ou même de la coiffeuse qui est du côté, j'ai envie de dire, de l'Astourville? Est-ce que votre programme de formation a également pensé à toutes ces PME, à tous ces entrepreneurs qui sont à l'intérieur du pays? Oui, oui. D'ailleurs, on a fait une innovation. Je ne sais pas si elle existe ou quelqu'un l'a déjà fait au Gabon. On a créé un programme d'affiliation à notre école. Ça veut D'accord, dire qu'on peut décider d'être commercial et donc de proposer à d'autres personnes de venir suivre le programme et de gagner des commissions. d'accord. Et donc, les commerciaux sont en train de s'enregistrer un peu partout. Et lorsque le quota, par exemple, est atteint de 10 ou 15 personnes, par exemple à Port-Gentil, on se déplace à Port-Gentil et on fera le programme. Si on atteint ce quota à Koulamoutou, on ira à Koulamoutou. Donc, c'est vraiment particulier parce que ça va permettre aussi de créer une nouvelle industrie, l'industrie des télétravailleurs, parce que justement la Covid nous a emmenés à nous rendre compte qu'on pouvait travailler à partir de chez soi. Oui. On a été contraints, au début c'était difficile, mais après on s'est habitué. Et on se rend compte aussi qu'on peut donc avoir des gens qui restent chez eux et commencent à gagner de l'argent. Mais Donc, quand même, c'est vrai que vous avez ce programme de formation au niveau de votre école, mais peut-être donner des pistes, des stratégies pour ces entrepreneurs qui vous regardent à l'intérieur du pays, ou pourquoi pas ceux de la capitale gabonaise également, qui aimeraient vraiment se lancer dans l'aventure du numérique, mais qui hésitent encore en se disant c'est pas très sûr, je ne maîtrise pas tout. Quelques petites pistes comme ça, deux, trois pistes. non, globalement, c'est un programme de 4 semaines. Oui. La première semaine, réellement, la thématique, c'est découvrir qui sont ses clients. Parce que ces clients dans le physique peuvent être différents dans le digital. Il faut savoir qui ils sont, il faut savoir où ils sont. Oui. Donc, on va aider toute la première semaine à découvrir qui sont ces clients, à découvrir le profil de ces clients. Une fois qu'on connaît ces clients, on va passer à la deuxième semaine à découvrir qu'est-ce que veulent ces clients et on va leur proposer quelque chose pour voir est-ce que ça leur convient. Et une fois qu'on arrive à la deuxième semaine à avoir des clients qui sont satisfaits de ce qu'on leur offre, on passe à la troisième semaine vers l'acquisition. Donc, on travaille à acquérir de nouveaux clients, à les convertir, on va dire, à les fidéliser. D'accord. Et la quatrième semaine, on leur apprend à gérer les finances parce qu'ils reçoivent des paiements électroniques et à construire tout un système derrière pour maintenir cette croissance. Il y a quand même une question que se posent les entrepreneurs. Est-ce que, avec l'économie numérique, on ne va pas vers la menace de certains emplois? Oui, oui, non, je suis un professionnel du numérique, on le sait. C'est pour ça que nous avons une école comme la nôtre, qui est l'école 241, qui forme dans les métiers du numérique. Pourquoi? Parce qu'il faut se reconvertir. D'accord. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on digitalise les entreprises. Et en réalité, quand on parle de digitaliser les entreprises, on digitalise les process, les processus dans les entreprises. On digitalise même les fonctions. Voilà. On digitalise les métiers. Donc, on le sait, l'Afrique a besoin aujourd'hui, un rapport de la Banque mondiale dit que l'Afrique a besoin de 200 millions de personnes avec des compétences dans le numérique. On n'a pas dit 200 millions de développeurs, on a dit 200 millions de personnes qui ajoutent à leur panel de compétences des compétences numériques. Donc, il faut avoir cette opportunité de pouvoir justement apprendre toutes les techniques, toutes les méthodes, toutes les solutions du numérique pour arriver à continuer à exister. Il y a deux enjeux. Il y a des enjeux de croissance, Oui. mais il y a aussi des enjeux aujourd'hui de survie. Surtout que quand on parle avec des artisans, en montant ce programme, nous a amené à discuter avec beaucoup d'artisans. Il y a des artisans, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas vendu. Ah oui. Ah oui. Oui. Et c'est dramatique. Ça a été Et très donc, on lourd. peut construire des solutions ensemble pour eux, mais on va leur donner les rudiments pour pouvoir, eux aussi, gérer à leur niveau la communication avec les clients, tout ce qui est derrière en termes de livraison, en temps et en heure des produits commandés. Donc, c'est une nouvelle école. Basculer son activité commerciale dans le numérique, c'est différent. C'est nouveau. Vous parliez tantôt du continent africain qui a besoin de pas mal de personnes qui doivent accéder à cette économie numérique. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est réellement prête à faire cette transition vers le numérique?
Euh, mais on n'a plus le choix, en fait. C'est pas comme si on avait le choix. Quand on regarde de manière mondiale, Oui. en 2016, les rapports 2016 disent que la richesse créée par le numérique représentait à peu près 15%. La projection en 2025, c'est d'environ 25%. Quand on ramène sur le continent africain, en 2019, on était déjà à 4%, 3,9% de la richesse créée par le numérique sur le continent. Et là, on finit 2020 2020, à environ 4,5. c'est Donc, pas il y a rien. quasiment en une année, il y a eu une grosse croissance. Je pense que le Covid a aidé à cette croissance. Et la projection 2025, c'est 5,4. Donc, c'est pour dire, la croissance se fera. Maintenant, est-ce qu'elle se fera avec nous ou sans nous? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que finalement cette croissance sera inclusive dans la mesure où on a remarqué que le mobile money, par exemple, était très privilégié pendant cette crise sanitaire? Est-ce qu'il peut favoriser finalement l'inclusion financière? Bien sûr, je pense que c'est déjà dans l'ADN de ce type d'outil. Oui. Il est fait justement pour favoriser l'inclusion financière. Mais à ça, il y a toute la démarche que nous avons engagée avec l'école qui est dans le numérique de l'inclusion sociale. Parce qu'en plus de l'inclusion sociale, il faut ajouter l'inclusion financière. Et même avec l'école, on fait de l'inclusion professionnelle parce que on ramène les gens dans la société en ayant une compétence, en se sentant désormais utile et capable d'aider les autres, mais on les ramène aussi économiquement dans la société en gagnant de l'argent et en pouvant aussi, eux aussi, aller vers leurs rêves et s'occuper de leur famille. Quelles conséquences pour les entreprises qui n'arriveront pas à faire avec le numérique? Mais je pense que tout le monde l'a compris, on n'a même plus besoin d'épiloguer dessus. On a rencontré par exemple aussi des personnes qui sont dans les professions libérales. Ils n'ont pas pu travailler pendant la période de confinement, mais c'est des pertes de revenus. Et on le sait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis du personnel en chômage technique, ou qui ont même dû licencier. Bah oui, l'Afrique, les projections du continent africain, c'est 30%. 30% du personnel va quitter malheureusement les entreprises. On parle de 10 000 emplois, le ministre de l'Emploi a parlé de 10 000 emplois dans le secteur formel perdus sur notre marché. On a parlé aussi de 100 000 emplois de manière informelle. Donc la crise, elle se fait ressentir surtout sur le plan économique. Et je pense que basculer vers le digital, c'est plus simplement un enjeu juste de croissance, c'est un enjeu de survie. On parle beaucoup d'entrepreneurs, mais est-ce qu'aujourd'hui les États l'ont compris? Un État comme le Gabon, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir pour l'économie numérique au Gabon après la Covid-19? Oui, le Gabon, il faut le savoir, a un taux de pénétration de 62%, qui nous place très bien. On est le deuxième pays le plus connecté. C'est le fruit des investissements qui ont été faits depuis 2012 par le Gabon. D'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure du PIB généré par le Gabon et l'Afrique, on disait l'Afrique projetait 5,4 en 2025, mais le Gabon a déjà 5% du PIB qu'on appelle le CIPIB, qui vient de l'Internet PIB. Maintenant, est-ce que le Gabon est préparé? Je dis oui. Il est dans un processus. On a enclenché un processus. On a réglé les problèmes d'infrastructure, même si on continue à les interconnexions, mais quand on a 62%, ça veut dire qu'on a réglé déjà un certain nombre de problèmes. Maintenant, on a quitté l'ère des infrastructures pour entrer dans l'ère des services numériques et du contenu numérique. Majoritairement aujourd'hui, on consomme les services numériques qui viennent de l'extérieur, même si on s'est approprié le contenu. Mais il faut avoir nos propres services et il faut avoir notre propre contenu. Pourquoi ?
Dans les télécoms, dans ce domaine du numérique, celui qui gagne de l'argent, c'est vers qui le trafic arrive. Oui. Voilà. Donc, si les services sont créés par d'autres à l'extérieur, c'est eux qui prennent le trafic, donc c'est eux qui gagnent l'argent de l'économie numérique. Et donc, nous, en créant des services, on a cette opportunité d'avoir du trafic et donc de pouvoir le monétiser. Et donc, derrière ça, le gouvernement gabonais a fait encore quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont créé un projet qu'ils appellent e-Gabon, qui a pour ambition de créer un écosystème numérique et de l'animer, mais aussi de revoir tout le système sanitaire au Gabon, donc le système d'information sanitaire. Et d'ailleurs, ce projet e-Gabon vient de lancer un programme qui s'appelle le e-Startup Challenge, qui va récompenser une dizaine de lauréats avec une belle cagnotte de 300 millions de francs. On a déjà vu avec les hackathons qui ont précédé ce e-Startup Challenge, mais Monsieur Boussamba, il y a que le numérique n'est pas sans inconvénients. Comment aujourd'hui un entrepreneur peut se lancer, investir dans le numérique avec un risque zéro de perte, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des risques liés au numérique, des pièges qu'il faudrait éviter pour les entrepreneurs? Il n'y a pas de risque zéro, parce que déjà l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, donc il doit déjà accepter le principe que le risque zéro n'existe pas. Par contre, ce qu'on essaye de faire avec eux, c'est de construire un écosystème. Parce qu'on a découvert une chose, parce qu'on côtoie d'autres écosystèmes qui ont réussi. Quand on regarde au Kenya, on regarde au Nigeria, le Rwanda. Par exemple, en 2018, l'Afrique a levé à peu près $1 milliard pour financer des startups sur le continent. En 2019, $2 milliards, donc presque le double. Et là, quand on regarde qui a pris cet argent, c'est le Nigeria, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, et puis quelques pays, le Sénégal. Mais nous, on est aussi en train de construire notre écosystème, et on sait maintenant une chose, 70% de la réussite d'une start-up, donc d'une entreprise, vient de son écosystème. Et juste 30% de lui-même, de sa propre action personnelle. Et donc, le fait que le gouvernement, mais aussi d'autres acteurs, le secteur du numérique a énormément d'acteurs. Il y a des acteurs dans la régulation, il y a des acteurs télécoms, il y a des acteurs dans les fournisseurs d'accès à Internet, il y a les sociétés de services, il y a tout un écosystème qui s'est mis en mouvement, d'abord pour une question de croissance, parce que c'est un secteur à forte croissance, et donc on crée un cadre qui va permettre justement à ces entrepreneurs de trouver tout ce dont ils ont besoin pour grandir. Parce qu'en fait, le rôle d'un écosystème est simple. C'est aider un entrepreneur de partir de l'idée jusqu'à une entreprise viable. Et donc, il doit pouvoir trouver dans sa démarche de croissance tout le support dont il a besoin. Aujourd'hui, il y a des incubateurs, il y a des espaces de coworking. On pêche encore sur la partie financement, mais l'État, quand l'État lance des concours, des concours de plans d'affaires. Même en dehors du numérique, l'État lance aussi des concours de plans d'affaires. Mais il faut que plus d'acteurs mettent de l'argent dans le numérique pour soutenir les idées des entrepreneurs aux différents stades de croissance de ces idées. Parce que là, par exemple, dans le cadre du e-Startup Challenge, il y a deux modes de financement. Il y a le financement qui est dédié à ceux qui démarrent, qui ont juste l'idée, qui ont eu l'occasion de créer un prototype et qui vont pouvoir recevoir des fonds pour pouvoir finaliser leurs produits. Et puis, ils accompagnent aussi les entreprises qui sont en croissance, qui existent déjà, qui ont leur entreprise depuis 3 années et qui vont pouvoir être accélérées. C'est le terme qu'on utilise généralement. Alors vous, dans ce
cet écosystème? Vous êtes devenu un acteur incontournable, j'ai envie de le dire comme ça. Quel est finalement, pour terminer notre émission, qu'est-ce que vous proposez pour susciter cette émulation au niveau des entrepreneurs gabonais? Je pense qu'il faut continuer à construire l'écosystème. Je suis aussi acteur du numérique en tant qu'entrepreneur, moi-même dans le numérique. Oui. Mais on s'est rendu compte juste d'une chose, c'est que lorsque l'on navigue juste dans ces 30%, c'est comme on joue à un match, mais on le perd tout le temps et on ne comprend pas. Et on finit par comprendre que pour gagner le match, il faut changer les règles. Donc, il faut à un moment donné s'associer aussi à l'État, s'associer à d'autres partenaires dans la société civile pour qu'ensemble, on redéfinisse les règles. Donc, il faut établir un cadre juridique et réglementaire qui est favorable pour les startups. D'autres pays l'ont fait. Je pense que le Gabon est en train de réfléchir là-dessus. Il faut des infrastructures de financement. Il faut plus d'infrastructures d'accompagnement. Il faut des infrastructures éducatives à tous les niveaux pour pouvoir former, comme on a dit, des jeunes qui ont décroché, des jeunes qui veulent véritablement voilà, se qui former, veulent se former vers le spécialiser numérique, dedans. mais aussi des artisans, des commerçants, mais aussi tout le monde. Ou des gens qui veulent se reconvertir. Exactement. Et donc, plus on va former, plus on va donner des capacités aux gens. Oui. Et quand les capacités sont là, on peut saisir des opportunités. Merci à vous, Silver Boussamba. Je rappelle que vous êtes donc le président de l'ONG Ogwe Labs. Avec vous, nous sommes revenus sur le rôle du numérique pendant cette crise sanitaire, mais au-delà également parce que c'est finalement un impératif pour les entrepreneurs. Merci encore d'être passé sur ce plateau de complément d'information et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.